C'est ainsi que nous nous installons chez vous, mesdames et messieurs, pour le débat matinal. Nous allons parler aujourd'hui de la loyauté familiale. Est-ce une obligation? C'est quoi la loyauté? C'est quoi la loyauté familiale? Comment se manifeste-t-elle? Et jusqu'où, si c'est une obligation, jusqu'où cette loyauté peut-elle aller? Voilà autre question à poser à mes différents invités, des profils intéressants pour cette thématique. Déjà, je vous présente Monsieur Toussaint Sagbofano. Il est consultant en éducation d'Ayaro Aïdekon Wedomabou de Cana dans une autre vie. Bonjour à vous, Monsieur Sagbofano. Bonjour Angèle et bonjour à toute l'équipe de cette belle télévision. Et merci pour l'invitation. Et le peuple de Cana? Le peuple de Cana vit très bien. Ils savent déjà que je leur envoie un grand bonjour. Bon, voilà. D'accord. Bonjour donc à vos sujets, puisque vous êtes là. Bonjour à vos sujets. Alors, à ma droite, j'ai André Ali Rono, que vous connaissez que trop bien. Hein? André Ali Rono, qui est psychologue clinicien. Bonjour à vous, André. Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices et bonjour chers techniciens, techniciennes de la belle vitrine. Ah oui, d'accord. Bon, chez vous, on va finir quand bien de. Allez, renouer. Je n'ose pas dire que je suis dame, mais quand on également. Allez, merci à vous. Comme je le disais, nous voulons parler donc de la loyauté envers la famille. Est-ce une obligation? C'est une interrogation que nous nous posons. Donc, nous allons essayer de répondre à cette préoccupation. Mais bien avant de répondre à cela, cherchons à comprendre ce que c'est que la loyauté. Pour vous, Monsieur Toussaint Sagbofano, qu'est-ce que vous direz? Là, en matière, la loyauté, c'est quoi selon vous? Ben, la loyauté, quand on parle de loyauté, cela implique un respect total vis-à-vis. Ça dépend du domaine où on se trouve. Si c'est par exemple dans un service donné, la loyauté à tous les dirigeants, la loyauté à tous ceux qui font vos supérieurs. Si c'est dans une famille, eh bien, la loyauté à la famille, comme vous l'avez titré d'ailleurs, et c'est le respect qu'on doit forcément à cette entité qui vous gère ou bien à laquelle vous appartenez. Un respect qui n'est pas négociable, un respect qui fait votre fierté à vous-même et qui vous permet justement de ne pas perdre votre identité. Parce que vous vous identifiez à cette entité, à cette famille, et vous avez de la fierté à respecter cette famille. Donc, votre loyauté est totalement acquise. Voilà ce que je peux dire en très bref. Et si on doit définir maintenant le respect, parce que c'est un mot, un nouveau mot qui sort dans la définition de loyauté. Oh ben, le respect, c'est le fait de rester dans tout ce qui est tracé par les règles qui régissent une entité donnée. Vous respectez les coutumes parce que les coutumes disent qu'on ne doit pas siffler la nuit. Vous respectez les coutumes parce que ainsi de suite. Donc le respect, c'est la soumission. Forcément, aux règles qui sont établies par la communauté, par la famille. D'accord, donc voilà. À résumer, la loyauté, c'est une soumission aux normes. Absolument. Aux règles. Exactement. D'accord. André Alihon. Non, je suis en train de regarder un peu loyauté, soumission. Non, c'est un peu plus que ça. Parce que si on entend soumission, c'est comme s'il y a une obligation derrière. Comme si on vous obligeait malgré vous. Non, pas dans ce sens. Et la loyauté, je dis en mots simples comme l'a dit Da, c'est un engagement qu'on respecte. Et sans contrainte. Et vous le faites en vous identifiant. Il a si bien dit, en vous identifiant, c'est-à-dire vous engagez votre personne, votre identité, votre spiritualité, votre psychologie, tout ce que vous êtes. L'entité André est engagée dans la loyauté. C'est-à-dire, c'est d'abord vers vous. C'est d'abord vers vous avant de considérer le contrat. C'est vous qui êtes loyal. C'est vous qui trouvez le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous ne trouvez pas votre compte, vous ne serez pas loyal, c'est-à-dire vous n'allez pas respecter, vous allez trouver des choses à redire et puis à ne pas respecter tout simplement. Donc la loyauté pour moi, c'est plus un respect d'accord, mais sans contrainte.
c'est un engagement personnel. C'est spontané. Oui, c'est très spontané. Et ça appelle, quelque part, je serais d'accord de dire, il y a une explication un peu virtuelle qu'on n'arrive pas à en donner. Parce que il y a quelque part, vous n'arrivez pas à expliquer tout l'élan qui vous porte à être loyal à ci ou à ça, pour ci ou pour ça. Si on veut rester scientifique sur tout, c'est-à-dire trouver des explications à tout, je pense que dans le cadre de la loyauté, il y a des choses intrinsèques qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais qui vous portent à dire ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est toute la dimension complexe de ce thème, la loyauté envers un contrat, envers une personne, envers un objet, envers quelque chose. C'est que il y a quelque chose qui vous amène à respecter ça, à accepter les conditions de la chose, à vous adapter à cela et à faire que ça prospère. Alors, là, nous sommes dans la loyauté à la famille, André Alérono. La loyauté familiale. En termes clairs, je vais poser la question très clairement. Comment se manifeste-t-elle, selon vous? Ou comment devrait-elle se manifester si... La loyauté familiale, c'est juste, ça se résume dans le reflet de votre éducation. C'est-à-dire l'image de la famille que vous projetez dehors. Et que cela ne déplaise aux téléspectateurs, si vous avez une famille de voyous, vous allez projeter une image de voyou. Vous êtes loyal à votre famille. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. On a été éduqué dans un environnement de voleurs, on est des voleurs. On sera loyal à la famille en volant très bien. Je sais que ça titille un peu les gens. Parce que c'est trop facile de dire si vous êtes éduqué dans une famille où vous êtes tous respectueux, encore que c'est des choses superficielles, virtuelles pour moi. Disons les choses crues. Vous aviez la chance de naître dans une famille où c'est des bosseurs. Ils sont tous vos grands frères, tout le monde sort médecin. Ils sont tous premiers. Vous battez pour être premier. Parce qu'il y a un rythme qui est imprimé. C'est-à-dire, vous allez, comment dire, faire l'honneur de cette famille. Vous allez faire l'honneur de cette famille. Vous allez porter haut le flambeau, le nom de la famille. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous n'allez pas tenir l'image de votre famille. Ça, c'est... Mettez tout ce que vous voulez dedans, mais c'est ça pour moi la loyauté. C'est sans vous, c'est-à-dire, vous êtes loyal sans dénaturer votre identité. Qui vous êtes? Votre personnalité. D'accord. S'implique facilement, s'adapte facilement, intègre facilement l'entité familiale et vous vous confondez tout en vivant individuel, tout en exprimant tout votre potentiel. Et c'est la famille vous donne les outils pour exprimer votre potentiel, pour pouvoir porter haut cette image-là. C'est ça la loyauté pour moi. Alors, familiale, oui. Monsieur Sagou, tout ça, Sagou-Fanon, pour vous, comment elle se manifeste cette loyauté à la famille? Je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour vous dire que si la question se pose aujourd'hui avec tant d'insistance, parce que ça se pose un peu partout cette question, loyauté à la famille, le respect des règles. Si la question se pose aujourd'hui, c'est parce que avec les diverses formes d'éducation que nous avons aujourd'hui, la société que nous traversons, la société dans laquelle, ou dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous amène aujourd'hui à nous demander, mais pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui? Mais il y a 30 ans, il y a 50 ans, c'était pas ça. C'est pas une question qui se posait. Si vous posez cette question il y a 50 ans, il y a 60 ans, mais on vous regarderait de haut pour dire, mais d'où est-ce qu'elle vient pour nous poser ça? Parce que ça va de soi. La loyauté dans une famille, je suis ici d'une famille. Dans cette famille, tôt le matin, tout le monde va au champ. Les femmes sont en train de faire un autre travail. Je ne peux pas épouser une femme qui va me faire des enfants, qui vont dire que eux autres ne peuvent pas faire ce qui se fait dans cette famille. La loyauté à la famille implique que vous avez une origine que vous respectez. Vous avez une entité que vous respectez. Je prends un exemple terre à terre. Vous voyez un arbre debout. Et vous voyez, toutes les feuilles se réjouissent au gré du vent. Les branches sont là, bien soudées au tronc. Quand vous regardez le tronc va sous terre. Et sous terre, là-bas, vous avez les racines. C'est ça, la famille. Et les feuilles respectent justement. Bon, c'est une forme caricaturée. Hein. Il n'y a pas de feuilles qui disent, moi, je vais quitter mon manguier pour aller rester sur l'avocatier. Non.
le manguier, c'est ma maison, c'est ma famille. Je reste là. Là, on est vert, on a telle couleur, on guérit telle maladie. Je ne vais pas trouver que, comme le papayer est plus haut, ou pardon, l'avocatier est plus haut, non, je préfère aller vers l'avocatier là. Non, on ne change pas de vie comme ça, juste sur un coup de tête, ou bien parce qu'on a vu des gens faire ci ou ça, on renie sa famille. Parce que le manque de loyauté à la famille verse facilement dans le reniement de la famille. Oui. C'est pour cela que je suis très content quand il dit, vous devez montrer à l'extérieur ce qu'est votre famille. Vous êtes loyal. Vous avez cette loyauté qui permet à tout le monde de vous identifier pour dire, ah attention, ce monsieur-là, ah, quand vous voyez un peul, même si le bâton est dans sa main, à un moment donné, le bâton sera sur son épaule. Même s'il n'a pas de grand chapeau et qu'il commence à faire ses cris pour rallier les animaux, vous savez que celui-là, il appartient à la famille des peuples. On n'a même pas besoin de discuter de ça. Quand lui et moi, nous voulons jouer ce rôle de peul, on nous détecte facilement. On dira, mais il a appris ça. C'est ça, justement. Et c'est cette loyauté-là qui a commencé à disparaître à cause je ne sais pas, des nouvelles civilisations qu'on nous apporte, les choses qui nous dénaturent. La loyauté-là a commencé à perdre sa place. Il y a même des gens qui estiment qu'ils ne vont plus au village parce que le village, c'est pas sain, c'est pas propre. Mais on meurt vite. Oui, on évite le... Et puis on trouve que tout le monde est sorcier là-bas. Mais il y a des gens qui vivent là-bas depuis des siècles. C'est vrai, ça c'est un autre domaine. Mais je dis, on ne peut pas prospérer, même si apparemment on a eu de l'argent pour avoir de très belles voitures. On ne peut pas prospérer spirituellement, physiquement, moralement et humainement lorsqu'on dit « je n'appartiens pas à ces racines-là ». Quand vous rejetez vos racines, l'arbre qui est debout sans racines finit par tomber. Évidemment. Donc pour vous, c'est une obligation. Pour moi, c'est une obligation. Non seulement c'est une obligation, mais chaque fois que je me retrouve dans ce schéma où je respecte les règles de ma famille, où les gens au village reconnaissent que il est toujours des nôtres, hein. Il ne fait pas accord et dépasser, hein. Il ne renie pas les plats que nous faisons, hein. Je suis heureux de voir que je suis bien intégré dans ma famille et que nous formons un. Et c'est cette communauté-là que je ne veux jamais briser. Ça, c'est important pour moi. André Alejono, une obligation? Non, ben, bien sûr. Et comme je l'ai dit au départ, à l'entame ici, c'est une obligation d'abord pour vous-même, pour votre équilibre psychosocial, pour votre équilibre éducationnel, pour votre équilibre, j'ai envie de dire, émotionnel. Et en Afrique, c'est encore plus compliqué. Chez le blanc, c'est facile. Excusez-moi, en l'Occident, c'est plus facile parce que la famille, on considère la famille nucléaire. Et seuls les Occidentaux, encore attachés aux racines, donc à leur origine, vont vous montrer cousin, cousine, belle-sœur, belle-fille, etc., etc. Et on cadre une certaine tradition, une belle ambiance. Mais de plus en plus, et c'est malheureusement ça, la nouvelle civilisation aujourd'hui dont parlait Da tout à l'heure, c'est ça, la famille nucléaire. C'est ce qui prospère. Et donc la famille nucléaire appelle à s'enfermer, se soustraire de la vie sociale. Or, la vie sociale, je dis souvent, c'est l'homme qui complique un peu sa propre existence. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui compliquent un peu leur propre existence. L'autre a dit l'homme est un loup pour l'homme. Et ça se vérifie parce que, vous voyez, il a parlé tout à l'heure du règne végétal. Les choses sont naturelles et évoluent. Aucun arbre ne se plaint. Quand vous suivez un peu la nature, quand vous mettez deux arbres ou deux arbustes à terre, ils sont là, et que l'un grandit un peu plus que l'autre, essaie de l'étouffer, vous allez voir que l'autre il cherche à dévier un peu la trajectoire pour chercher son truc, sans forcément étouffer l'autre ou le tuer. Et l'autre a dit dans le livre saint, lorsque les mauvaises herbes poussent avec l'ivraie, enfin, les mauvaises herbes sont déjà livrées. C'est ça. Donc, lorsque l'ivraie pousse avec les bonnes herbes. Les bonnes herbes, le blé, il faut les laisser pousser ensemble. Et que lorsqu'ils vont grandir, l'ivraie va s'éteindre de lui-même et on saura faire la différence. Ça, c'est le règne végétal. Même dans le règne animal. Vous voyez que chacun, on dit souvent que quand je prends par exemple l'observation des abeilles ou des lions, vous voyez, c'est la lionne qui va chasser. C'est la lionne qui chasse, mais c'est le lion qui se nourrit le premier. Oui.
c'est le chef du clan qui se nourrit le premier. Et or, c'est la lionne qui a besoin de plus de force pour allaiter les enfants, pour aller chasser et tout ça. Mais quand ils finissent de prendre la proie, et puis ils chassent toujours en groupe, mais quand ils finissent de prendre la proie, on laisse le chef venir se nourrir. Il ne se nourrit pas de trop pour affamer les autres. Non. Il sait la quantité qu'il doit prendre et tout ça là est préparé en vue de la proie qu'on va aller chercher. On sait s'il faut finir, s'il faut laisser comment on les appelle, aux chacals, tout, pour venir aussi se nourrir et tout ça. Et tout le monde, ça va. Et on ne fait rien de trop. Mais dans le règne animal humain, c'est là que tout va de travers parce que on a la prétention d'avoir la parole. Je n'ai même pas envie de dire l'intelligence et la pensée. Parce que et les arbres et les animaux, c'est démontré. On ne va pas dire ils réfléchissent parce qu'ils n'ont pas de cerveau, mais ils agissent pareillement comme nous. Donc c'est chez nous, humains, on parle de civilisation qui tend à ce que une personne a tendance à cumuler tout pour lui. Plus il est riche, plus il va demeurer riche, plus il va appauvrir. Alors que je finis par là, hein. On l'a dit, Dal l'a dit tout à l'heure, on est d'une origine, on meurt dans cette origine. Je ne connais pas un qui soit né ailleurs et qui a été enterré ailleurs. Tu nais quelque part et quand tu vas mourir, quel que soit que tu aies régné, famille, tout ce que tu veux, tu aies changé d'église, changé de religion, tout ce que tu veux, quand tu vas mourir, on va chercher tes origines pour t'enterrer. On te relie toujours à une origine, à l'enterrement. Donc, en fait, la vie nous ramène toujours au principe du règne animal. Et c'est nous qui craignons au nom de la civilisation, et c'est tout le mal de l'humanisation, pour ne pas dire de la civilisation. On a tellement excellé dans des interprétations inutiles qu'on trouve que tel m'a fait mal. C'est des déplacements de problèmes en fait pour moi. Des prétextes pour ne pas être loyal envers soi-même et envers... C'est pas parce que je suis en conflit avec toi, comment on appelle, Angèle, que on n'est plus frères, on n'est plus amis, on n'est plus camarades. Ah ben ça c'est circonstanciel, normalement. Hein, alors que on ne peut pas, la civilisation, pour ne pas dire les relations humaines, le dynamisme est animé par les conflits. On ne peut pas avoir une relation sans avoir de conflit. Quand on a une relation sans conflit, ça craint. Quelle que soit la relation. Quelle que soit la relation. J'aime bien citer, ce n'est pas une anecdote, mais j'étais en conflit avec ma petite soeur, je le dis toujours, on était en désaccord, pas en conflit, on était en désaccord. Quand elle me dit, mais grand frère, tu es fâché là. Enlève mon sang de ton sang. Comme ça, je saurais que tu es fâché avec moi. Ça veut tout dire. Et il faudrait qu'on arrive à comprendre cela. Que bon, voilà, quel que soit ce qu'on fera, on va revenir à cela. Il y a un lien qu'on ne peut expliquer. Il y a un lien, j'ai envie de dire, nous sommes déjà engagés dans une civilisation ensemble. On doit partager un environnement ensemble. Donc, on est obligé, pour notre propre épanouissement, pour notre propre équilibre émotionnel, de respecter notre engagement, de partager cet environnement avec l'autre. D'où loyauté obligatoire. Pour soi et envers soi. À quelle strate, si je peux poser cette question comme ça, à quelle strate on se doit d'être loyal? Vous avez parlé de famille nucléaire, c'est du nucléaire jusqu'à la générale, c'est ce qu'on appelle chez nous, sous notion, à la grande famille, ou bien c'est spécialisé nucléaire, monsieur Toussé Sagouefano? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, vous savez, quand on parle de famille chez nous en Afrique, le père et la mère ont déjà fait leur boulot. Le grand frère du père fait partie de la grande famille. Hein. La maman, c'est les tantes, tout ça là. Mais souvent d'ailleurs, c'est eux qui éduquent plus que le père et la mère. Oui. De sorte qu'on parle de chez nous, quand on parle chez nous d'éducation, on voit tout de suite, en Europe, on voit le père, la mère. Peut-être un peu la société, mais non, c'est pas évident. L'État, voilà, merci. On voit l'État, le père et la mère. Et parfois même le père et la mère ils sont effacés de là et l'État dit voilà ce qu'on doit faire pour la génération là, ainsi de suite. Chez nous, quand par exemple lui, il est tout petit, il va dehors, il fait une bêtise alors qu'on l'a toujours éduqué pour ne jamais faire ci et ça. Quand on le tape là-bas, avant d'arriver à la maison, s'il connaît bien la règle,
Il doit tout faire pour effacer les larmes, avoir une mine correcte. Et totalement. Et quand il vient à la maison en pleurs, quand il vient à la maison avec la mine renfrognée de quelqu'un qui a été malmené, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour en être? On le tabasse encore davantage parce qu'il aurait humilié la famille en ne montrant pas une éducation exemplaire dehors. Donc, la loyauté à la famille, ce n'est pas seulement la famille nucléo, enfin la petite famille. La femme de ton oncle fait partie de la famille. Oh, forcément, la femme que mon oncle a épousée, qui n'est même pas de notre village, fait partie déjà de la famille. Et c'est cette institution-là qui nous manque aujourd'hui parce que l'individualisme a pris le dessus. Sinon, un enfant qui est éduqué, qui est né Sabo, déjà à partir du moment où il est né, et qu'on a fait le rituel qu'on fait chez les Sabo, ça veut dire qu'il est déjà intégré dans la famille totalement. Et ça veut dire aussi qu'il doit respecter à fond toutes les règles parce qu'on les lui apprend depuis le bas âge. On n'attend pas qu'il devienne adulte, je ne sais pas, adolescent de 18 ans, il ne pourra même plus rien comprendre. La société l'aurait déjà récupéré. Et si c'est une vilaine société, eh bien on aura affaire à un délinquant. Donc on lui apprend dès le bas âge. Vous ne pouvez pas demander à un enfant, va me prendre 2 tasses là-bas. Et il va vous dire, oh maman, moi je m'amuse. Hein. Non, 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 c'est pas possible. Il n'est pas de la famille celui-là. Il peut dire ça en Europe. Oh mais papa, tu me fais chier mon Dieu. Oh papa, mais oui. En France, ça se dit, vous avez des enfants, leur père leur dit, écoute, Malvin, viens ici, tu vas nous faire ceci. Oh là là, papa, mais toi, tu me fais chier, laisse-moi en paix, mon Dieu. Mais quand vous dites, vous ne pouvez même pas dire ça chez nous en Afrique, encore moins au Bénin, ça devient un scandale. Au village, sinon. Oui, au village, oui. Et je prie l'Éternel pour que le village contamine un peu plus les villes. La ville est en train de contaminer le oui, village. parce que c'est le contraire qui se fait. La ville est en train de contaminer le village. Le village ne se retrouve plus dans son authenticité. Tout est sens dessus, dessous. Papa n'a plus le respect de son enfant. La maman aussi ne sait plus se soumettre à son homme. Parce qu'on leur a appris maintenant que non, la liberté, le droit de la femme ne doit pas être soumise. Hein. Ils sont tous au même niveau, ils ont eu le bac ensemble. Mais bon, il y a une société. Le droit de la femme n'a jamais dit de ne pas être soumise. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Non, il y a une société aujourd'hui, j'oublie un peu le nom de cette société, mais j'aurai le temps de retrouver ça, où on enseigne à la femme que son bonheur viendra toujours de la façon dont elle est soumise, pas, entre griffes, pas esclave, mais de la façon dont elle traite son homme. Et ça, c'est les premières choses qu'on apprend aux filles dans cette société-là. Et c'est une société africaine. Elle doit être quelque part vers le Kenya ou je ne sais plus. Et la femme, voilà. Et la femme est toujours heureuse. Il n'y a pas de combat entre le mari et la femme. Et quand le mari et la femme ont un petit conflit, la femme prend toutes les dispositions pour l'apaiser. Et après, quand vous serez à deux, papa, tu sais, tout à l'heure là, tu avais été un peu chaud, hein. Mais en réalité, il est déjà en état de dire, bon, laisse tomber. Oh, tu sais, j'étais un peu fâché. Il est dans une bonne humeur pour te comprendre, toi, femme. Mais quand il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et que toi aussi, tu dis, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, 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 on a les mêmes droits. Hein. Oh là là, tu as envenimé toute la situation. Donc, on va revenir hein, à notre loyauté. Donc, la loyauté, oui, elle est tout simplement indispensable parce qu'elle vous cadre dans la société, elle vous fait intégrer la société, elle permet à tous les membres de la société de vous reconnaître comme étant membres à part entière de la famille. Je ne parle même pas de famille nucléaire, je parle même de la famille tout court. De la communauté. Oui, de la communauté dans laquelle vous vivez. Et l'enfant qui est né chez nous, tu es la mère, je suis le père, l'enfant qui est né ici, il va pouvoir servir tout le monde dans la communauté de ce quartier. Il doit être à la disposition de tout le monde. Et c'est ça qui fait que les parents du dehors vous serrent la main pour dire et on est fiers de voir cet enfant loyal non seulement à papa, à maman, à grand-papa, aux tantes, mais loyal aussi au quartier parce que ces enfants, quand ils sortent, ils voient n'importe quel aîné, ils ont l'aisance de dire bonjour tonton, bonjour papa, bonjour pépé. Aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, le jeune homme qui arrive, il peut vous cogner par les épaules. Et quand vous allez vous retourner pour le voir, il va, peut-être qu'il est sur un portable, il va vous dire, ah, excusez-moi, hein. Il est déjà parti. Et c'est triste.
Monsieur André Alirono, je demandais si cette loyauté est pour toute la collectivité ou bien c'est envers exclusivement son père, sa mère, ses frères et sœurs. Ben, je vais dire au-delà. Au-delà parce que... Au-delà de la collectivité. Non, quand je parle de loyauté familiale, voyons un peu avec des exemples, même dans notre société moderne, hein, il y a la famille professionnelle. Vous êtes loyal envers votre famille professionnelle. Quand on vient ici, l'équipe de ETélé, les travailleurs d'ici, les employés d'ici, ils sont loyaux envers la société, l'entreprise. Ils ne vont pas se retrouver à plus Bénin, on dit non, ou bien ailleurs, à commencer par dire vraiment ici, là, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. On a une certaine fierté à montrer que, voilà, on commence par défendre simplement. Que ce soit famille, j'ai envie de dire scolaire, dans un cadre d'apprentissage, que ce soit un atelier, que ce soit dans un jeu dans le sport, ou partout. Il y a cela. C'est pour ça que je dis, on va au-delà de sa communauté d'origine, de sa famille d'origine et tout ça. C'est même dans l'église. Il y a une certaine loyauté. Je suis catholique, je suis protestant, je suis animiste. Même dans les divinités, il y a cette loyauté-là, c'est-à-dire cet engagement, cette reconnaissance de son identité qu'on porte fièrement et qu'on défend fièrement tant qu'on est là. Tant qu'on est là. C'est pour ça que je parlais du respect du contrat établi. Quand Angèle va quitter ici et qu'elle sera ailleurs, non, c'est un exemple. Allez-y. C'est un exemple. Quand Angèle va quitter ici et qu'elle sera ailleurs, elle sera loyale là. Elle ne sera plus loyale ici. La loyauté d'ici va rester pour garder les bonnes relations. Mais ce ne sera plus dans une certaine mesure où je suis là, je défends. Mais quand il va y avoir conflit entre ici et là où elle est actuellement, elle va défendre là où elle est actuellement parce que c'est là que son intérêt, son identité se manifeste. C'est tout ce qu'on veut. Donc il y a ça qu'il faut voir. C'est au-delà. Je dis d'abord vous, la personne, et en plus, vous voyez l'environnement dans lequel vous vivez ou travaillez ou évoluez. Et puis, bon voilà, vous allez voir votre bien-être dedans. Mais toujours est-il que l'un ou l'autre doivent rimer avec votre bien-être émotionnel, votre bien-être psychologique, qui est porté par votre éducation. Parce que c'est surtout ça. Il faut une certaine source d'éducation. En entreprise, on parlera de la culture organisationnelle qui va vous amener à être loyal ou pas. Et ce que je dis, c'est aussi simple. Si vous êtes travaillé dans une entreprise, excusez-moi, de jeux, de loto, de trucs, vous n'allez pas venir dire, moi je ne sais pas faire ci, il ne faut pas blaguer les gens, faut pas. Vous êtes entraîné vous êtes, comment dire, vous êtes formaté pour amener les gens à venir s'inscrire, à venir souscrire, à venir s'abonner. Donc, ternir l'image au fait de cette famille dans laquelle on est, c'est manquer de loyauté. C'est manquer de loyauté, c'est manquer de respect vis-à-vis du contrat qui te lie avec la famille, avec la société dans laquelle tu travailles. Vous avez signé un engagement. Il faut respecter cet engagement. Et avant de signer, vous adhérez à cet engagement. Et donc, c'est votre fidélité à cette adhésion que vous marquez en trouvant les arguments. Et souvent même, le chef vous dit, ben, bravo, tu portes fièrement notre image. Absolument. Allez, on va aborder maintenant les limites de cette obligation. Vous tous, vous avez dit que... Juste faire une petite remarque. Oui, dites-nous. Par rapport à ce qu'il a dit. Quand vous sortez de votre famille, que vous allez vous balader, vous ne pouvez pas dire ma famille là ne vaut rien. De la même façon, la femme qui vit avec son homme, un exemple micro, l'autre c'est un exemple macro. La femme qui vit avec son homme, quels que soient les problèmes que vous avez, lorsque en tant que femme, vous allez commencer à vilipender cet homme, vous revenez à la maison après, vous vivez avec lui, vous mangez, faites tout. Vous sortez, vous le vilipendez, vous détruisez votre couple par le manque de loyauté élémentaire qu'il faut pour vivre en harmonie. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Elle était importante. Je disais qu'on va parler des limites maintenant, parce que vous deux, vous avez estimé que c'est une obligation que d'être loyal à la famille, qu'elle soit en entreprise ou en tout cas en famille souche. Alors, jusqu'où
cette obligation, Monsieur Toussé Sagbofano? Oui, c'est no limit, unlimited. Bon, cette obligation, évidemment, excusez-moi, hein, si dans la famille, là, il y a quelqu'un, parce qu'il y a toujours une exception aux règles, hein, si vous êtes issu d'une famille magnifique, où tout le monde respecte tout le monde, et qu'il y a un phénomène parmi vous qui a choisi d'être totalement en marge de la société, un délinquant, et si vous dites, la loyauté à ma famille fait que je dois être aussi loyal par rapport aux actes que pose cet individu, non, vous déraillez. La loyauté par rapport à tout ce qui est positif, qui grandit la famille, qui vous grandit, qui vous honore. Parce que ce qui est déshonorant, on ne peut pas se dire je vais tout faire pour me perfectionner dans le déshonneur. Non, on cherche la qualité. Donc moi, personnellement, je trouve que la loyauté, elle n'a pas de limite tant que c'est positif. Si on reste debout, vous dit bonjour tonton, et que vous avez estimé que vous allez vous baisser pour le faire, on ne dira pas pourquoi on dit bonjour tonton et toi tu te baisses encore. C'est une perfection de votre loyauté. Mais évidemment, ça dépend aussi des coutumes. Parce que le nago ne restera presque jamais debout pour dire bonjour à un supérieur. Il se baissera. Donc, la loyauté à la famille n'implique pas l'impossible. Je ne crois pas. On reste dans les normes. Et ce qu'on vous demande pour être loyal à votre famille, ce n'est pas extraordinaire. C'est élémentaire. La courtoisie, les bonnes manières. Vous savez, on dit chez nous, on te dit, et tu dis, non, je viens de faire ça. Hein. La dignité. Tu n'as pas mangé, tu as faim. Mais parce qu'on t'a enseigné, on t'a dit d'être digne et que tu ne mourras pas de faim, les gens t'invitent pour dire, viens, on va manger. Tu dis, oh là là, merci infiniment, je viens de faire ça aussi. Mais contrairement à ceux qui vous épient, dès que vous dites, ah, nous on est, ils sautent sur le plat, ils vous mangent encore plus que vous qui aviez l'intention de l'inviter. Non, c'est pas la loyauté, il faut la cadrer dans le respect des règles. Et tout à l'heure, quand vous parlez de loyauté à la famille et que nous avons fait allusion à la famille professionnelle, à la famille scolaire, le bureau où vous travaillez, il y a 7 ou 8 personnes, l'établissement où vous êtes enseignant, si vous n'arrivez pas à constituer une famille, eh bien, cette famille n'aura rien de solide. Vous serez enseignant, vous serez à couteau tiré avec l'autre, vous serez enseignante, vous allez toujours jalouser telle fille parce que tous les enseignants l'adorent, elle est correcte. Ça, c'est une famille en lambeaux. Donc, quel que soit là où on est, il faut faire en sorte que la famille qui est créée là, qui n'est pas forcément la famille originelle, cette famille créée puisse prospérer et que le jour où vous devez aller ailleurs par affectation, que vous regrettiez d'avoir quitté ce milieu-là. C'est ça. Monsieur André Alirono. Je ris parce que je veux prendre un exemple pour répondre à ta question. Je pense que tu comprends très bien l'exemple et les téléspectateurs vont très bien comprendre. Vous n'avez pas dit l'exemple, je comprends déjà. Oui. André a le temps de lire dans mes pensées là. C'est la loyauté à sa famille politique. Voilà, effectivement, il a raison que je suis rire. Ah, d'accord. Okay. D'accord. On se comprend. Oui, je vois. Vous voyez, non? À demi-mot. Tout le monde comprend que c'est cela même. Il va arriver des moments où ça va être élastique. Très élastique. Il va arriver des moments où on doit avaler des couleuvres pour pouvoir ne pas en ternir l'image de cette famille. Totalement tout ce qu'on veut dire. Et je dirais tout simplement que tant que votre image n'est pas mise en péril, tant que votre pronostic vital, si je peux dire ça, carrément, hein. Oui, jusqu'au pronostic vital, n'est pas engagé dans une certaine mesure où vous vous sentez menacé, vous allez trouver des alchimies pour rester loyal, à quel que soit le type de famille. Et la loyauté à la famille politique, où l'explique tellement bien. Oui, ça c'est encore un peu plus exigeant. Et on voit ça sous tous les cieux. Sous tous les cieux. Dans tous les régimes. Quelle que soit la manière de gouverner, de gérer, il y a une certaine loyauté qui se dégage. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ça prend déjà dans la famille.
Ça s'apprend. La base, c'est la famille. Dal l'a dit tout à l'heure. La racine d'ici, de votre loyauté, c'est votre éducation. Vous avez reçu quoi? Et vous allez voir, certains, on a employé les mots souvent, je ne sais plus trop quel mot on dit, ceux qui vont de parti politique en parti politique. Transhumance. Les transhumances politiques, là. Vous pensez qu'ils ont de la valeur? Non, c'est des instruments qu'on utilise. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas être loyaux. Mais ils seront utiles assis à telle mission, pour un temps. Et ceux qui les utilisent le savent très bien. Ils le savent. Ils n'ont pas de... On ne peut pas leur faire confiance. Et tant qu'eux aussi trouvent leur compte dedans, ils se créent un certain environnement pour ne pas dire, tant que tu m'engages pour la période, on va rester loyal jusqu'à ce que je décide de partir. Donc, quelle que soit la forme, vous trouverez votre style de loyauté et l'élasticité, si je peux dire, de votre loyauté. Donc, ça dépend aussi de qui vous êtes. Vraiment de qui vous êtes. On trouvera certains, on va dire, les bêtes. Malgré tout ce qu'on est en train de lui faire, il est là, il ne veut pas partir. Ça dépend de sa personnalité, de qui il est, de quelle éducation il a reçue, de ses valeurs personnelles et de ses principes. Et tout ça là, on met tous ensemble pour faire soit une bonne loyauté, soit une mauvaise loyauté. Mais dans tous les cas, je peux dire que la loyauté, aux yeux de l'individu, reste toujours bonne. Oui, la loyauté au yeux de l'individu doit forcément rester toujours bonne. Mais justement, au lieu de cet individu, quand des situations complexes obligent à ne plus être loyal, vous êtes psychologue. À ne plus respecter cet engagement. À ne plus respecter cet engagement. Est-ce toujours facile d'être dans ces conditions-là? Non, pas du tout. Parce que vous voyez, on a pris un engagement ensemble. Quelque chose qui nous engage tous. Et quand toi, tu as estimé que, au vu de nouvelles informations que tu as, et suivant ton rang dans la société, nous ne pouvons pas avoir ces informations. Donc, tu changes les décisions. Et moi, je trouve que les résultats on ne va plus atteindre les objectifs. Et sans information supplémentaire, ça va être difficile pour moi de continuer par appuyer pour atteindre les mêmes résultats. Parce qu'on ne va plus vers le même résultat. Et dans ce cas, on me dira, il faut être loyal. Je prends le cas simple, hein, dans une famille où tu sais que... Bon, tu dis que je prends souvent des... Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y. Tu sais que ton mari, c'est lui qui a tué la personne. Est-ce qu'il faut le soutenir au risque que vous deux, on vous foute en prison pour que l'État récupère les enfants dans d'autres pays? Ou bien, la loyauté envers ta famille va prendre le dessus, c'est-à-dire la loyauté envers l'institution familiale va prendre le dessus de la loyauté individuelle entre toi et ton mari. Ah, ça c'est des cas. C'est là, parce qu'il va arriver des moments où, avec le directeur de ETélé, je ne serai plus d'accord. Mais c'est avec le directeur. Est-ce que je ne suis plus d'accord avec l'institution ETélé? Souvent, on ne fait pas cette différence. Je ne suis plus d'accord avec, je dis n'importe quoi, un parti politique. Si je n'étais pas d'accord avec les principes, parce que souvent, l'institution, ça change très difficilement. C'est les dirigeants, c'est les personnes qui changent leur orientation. Maintenant, quand vous êtes dans une loyauté où un individu est plus fort que votre institution, bonjour les dégâts. Vous n'êtes pas loyal envers l'institution, vous êtes loyal envers l'individu. J'ai dit n'importe quoi et ça se retrouve souvent dans le cas professionnel. J'ai amené quelqu'un, je lui trouve un emploi, il m'est plus loyal qu'à la maison dans laquelle je l'ai amené. Il ne travaille pas pour garder son poste par rapport à ses compétences. Il travaille pour m'impressionner, pour me garder moi. Mais le jour où je saute, il n'a plus sa place parce qu'il n'a jamais travaillé pour garder cette place. Souvent, ça arrive souvent dans les institutions publiques. Et le directeur ou quelqu'un, par son influence, fait venir quelqu'un et il n'a des yeux que pour. Il veut impressionner celui-là. Mais quand il va partir, tu pars avec lui. Après, on va trouver que celui qui est venu n'a pas. Mais tu n'as laissé aucune trace. Pour qu'on puisse dire, ah non, lui, j'ai besoin de lui dans l'institution. Donc, quand vous avez une société, une communauté où le DAR, le chef, le responsable charismatique, pour ne pas dire le leader charismatique, il est plus fort que l'institution,
soyez sûr, quand vous faites l'analyse, toutes les loyautés vont vers sa personne et non vers l'institution. Et le jour où il va changer d'orientation, ne soyez pas surpris que ceux qui aujourd'hui vous voyez loyaux, et derrière lui, je ne vais pas dire de gros mots, mais vous allez les voir tous basculer de l'autre côté. C'est pas qu'ils n'étaient pas loyaux, ils étaient loyaux à quelqu'un par rapport à des objectifs précis. D'accord. Mais les objectifs ont changé. Ils sont restés loyaux jusqu'à la fin. Donc, construisons une société où les institutions, je veux dire famille, communauté, pays, nation, vont être plus forts que les individus. Mais n'est-ce pas souvent complexe? Parce que nous sommes de nature, j'ose espérer que je suis dans le vrai, nous sommes de nature à être reconnaissants envers une personne. Donc, du coup, essayer de construire cette société, ce sera l'idéal. Mais que faisons-nous de la reconnaissance? Vous avez fait votre développement, mais que faisons-nous de la reconnaissance individuelle? Je ne sais pas si M. Toussé Farofane peut répondre à cette question. Oui, je vais répondre rapidement. La reconnaissance individuelle envers quelqu'un qui m'a aidé à aller à un poste n'empêche pas que je démontre au monde entier, qu'il avait bien fait un bon choix. Et la meilleure façon de le récompenser, la meilleure façon de lui rendre service, c'est de faire en sorte que toute la communauté que j'ai intégrée maintenant puisse dire ah, ce monsieur qu'on nous a amené, il est bon. Donc lui qui m'a amené, il a fait un bon choix. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, devenir son vassal au point où je deviens pervers pour chercher des commérages à faire, pour lui faire plaisir. Parce que pour faire plaisir, on a tout fait de trouver des subterfuges presque toujours négatifs. Hein. Est-ce que vous savez que telle personne-là, il ne vous aime pas, hein, le monsieur-là? Non, j'ai entendu des conversations. Ah, Tanti, vraiment, il faut te méfier des femmes-là, hein, parce que c'est Tanti qui m'a trouvé travail ici. Tanti, mais non, sors, mais non, jalouse les soupons. Là, c'est grave. C'est une sorte de loyauté. Non, c'est la loyauté négative. Elle est négative. C'est le papateur. Oui, parce qu'il y a du commérage, il y a des mensonges. Le mensonge ne construit pas, l'hypocrisie ne construit pas. Mais vous m'amenez ici pour travailler ici en tant qu'agent d'entretien. Je viens ici, je commence à faire l'entretien. Quand vous arrivez, ah bonjour Tanti, aille à la maison, ça va bien. Je vous donne le respect qui est dû à votre rang. Mais je fais mon travail parce que c'est pour ça que vous m'avez amené ici. Oui. Je fais le travail de façon si bien que tout le monde, non seulement me félicite, mais on vous félicite d'avoir trouvé un agent aussi compétent. Donc, je suis loyal à vous. Je suis loyal parce que vous m'avez trouvé quelque chose, vous m'avez aidé. Si j'ai même des choses physiques à faire, des cadeaux, je vous les ferai, mais je suis très loyal envers la fonction dans laquelle je suis, qui doit me nourrir. Ah oui, ma personnalité en dépend. Donc je suis loyal envers moi, comme il a mis l'accent souvent dessus. Je suis d'abord loyal envers moi, en tant qu'un individu qui est digne, qui a des compétences. Je suis loyal aussi envers la tâche qui est la mienne. Et puis, je serai certainement au milieu de toute la société comme quelqu'un d'incontournable. Et cette loyauté, elle est magnifique. Plutôt que d'être le papato qui est ici, tantôt il est là-bas, ou bien vous m'avez amené, j'ai trouvé des choses ici, comme tout le monde me fait confiance par rapport à vous, je commence à soutirer des choses de temps en temps, mais là c'est grave. Cette loyauté négative, on doit la tenir. C'est votre image que j'ai tenue, exactement. Pas mon mauvais comportement. Voilà, c'est ça. C'est votre réponse à la question. Non, c'est en fait, il faut juste dire, par votre travail, vous rehaussez votre loyauté envers celui qui vous a amené. Et il faut forcément que ça se traduise dans votre compétence, dans votre résultat. Comme ça, vous faites sa fierté. Il se retrouve en vous. Et il est fier de vous avoir amené. Et vous-même, ça vous ouvre davantage de voies. Je donne encore un exemple simple pour comprendre. Papa t'a mis à l'école. Arrivé au CM2, travaille pour avoir le CEP. Vous voyez, j'ai connu des parents qui ont tué des moutons parce que il a tué 3 moutons parce que sa fille aînée a eu le bac. Et oui, c'était toute sa fierté. Il était, donc imaginez que celle-ci soit tombée enceinte en 5e. Toute la bataille qu'il a fait.
Donc, c'est ça en fait. Travail porte le nom déjà. C'est pas en venant faire la coubette à la personne tout le temps. Tu vas perdre non seulement son temps, mais aussi ton temps. C'est en ayant un bon comportement dans l'entreprise où il t'a amené ou dans la communauté dans laquelle il t'a amené, mais en faisant très bien le travail et en portant très bien le nom. C'est souvent difficile quand vous aviez eu un aîné qui a porté le flambeau très haut. On va toujours vous identifier à lui au départ. Suivez mon regard, j'en fais partie. Mais quand vous allez vous imposer par votre compétence, votre spécialité, les gens vont commencer par faire la démarcation petitement. C'est pas facile quand il y en a comme ça dans la famille, mais il faut toujours est-il qu'il faut apprendre à s'imposer par ses compétences. Il y a un cadrage professionnel qui dit, lorsque vous recrutez des employés qui sont ni disciplinés, ni compétents, on les vit et on vous vit. Pour avoir recruté un employé ni compétent, ni discipliné, on le vit et on vous vit vous-même. Parce que vous aussi, vous montrez votre incompétence. Mais lorsque vous recrutez quelqu'un qui est très discipliné, mais insuffisant en compétence, on le renforce pour qu'il soit plus compétent. Parce qu'il est déjà discipliné, il sera loyal, il sera maniable. On peut le modeler à l'image de la structure de l'institution. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol, nous parlons de la loyauté à la famille, une obligation. Nos invités ont répondu que oui, c'est une obligation puisque c'est un engagement spontanément pris. Il faudrait toujours améliorer l'image de cette communauté dans laquelle vous êtes, que ce soit dans la famille nucléaire, la collectivité ou même dans votre famille dans laquelle vous travaillez. Cette loyauté doit pouvoir aller de soi. Allez, on va donc se résumer avant de rendre l'antenne. Je commence par vous, Monsieur Toussaint Sagbou-Fana. Je me réjouis qu'on soit en train de faire ce genre de débat parce que c'est déjà ce que nous, enseignants, nous avons toujours souhaité. Vous êtes en train d'apporter votre pierre à l'édification de cette nouvelle société où tous les repères sont devenus, se retrouvent à l'envers. La loyauté à la famille, je crois que les deux mots-là, loyauté et famille, surtout le mot famille, qui semble disparaître du vocabulaire de beaucoup de gens, si ce mot peut réapparaître régulièrement, pour que les gens se ressourcent et reconnaissent qu'ils viennent de quelque part, franchement, c'est notre société qui va en bénéficier. C'est nous tous qui allons en bénéficier. On ne peut pas se réjouir dans une société où tout le monde dans la rue peut dire « quoi, vous y venez des cadeaux, vraiment, ce cancre-là ». Dans la société. Quand vous dites ça et que des jeunes gens sont là, ils ne vont pas faire autre chose. Ils vont copier. Ils vont copier. Ils vont copier le mauvais exemple. Quelle société vous allez présenter? Mais il y a des sociétés, quand vous voyez, même si vous êtes loin, que vous voyez un aîné, bonjour papa, bonjour, il y a de la symbiose. Et pour ne pas vous mentir, dans ces sociétés où il y a encore le respect, la loyauté à la famille, l'espérance de vie est plus longue. Ah oui, parce que là, AVC, ce ne sera pas avec vous. Parce que quand il y a du désordre dû au manque de loyauté, quand il y a du manque de respect, quand il y a des méfaits, de mauvais comportements, le vol, mais écoutez, j'ai un garçon par exemple, c'est un exemple que je donne. Et ce garçon, tantôt on dit qu'on l'a vu à Sikekoji, on a failli l'arrêter, il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévalisé une jeune dame. Après on nous dit encore, on l'a trouvé à Tobin. Et il a volé des poissons. Vous pensez que papa et maman seront à l'aise à la maison pour rire, vous dire oh, ce jeune homme-là même, jamais. Papa et maman vont être bientôt, s'ils ont l'âge et qu'ils ont l'organisme faible, salut les dégâts pour AVC. C'est clair. Donc, mais quand vous avez un enfant et on dit, hey, dis donc, coup de taille, mais ton enfant a réussi. Mais il a encore réussi. Mais il est encore maintenant le chef de l'entreprise. Et puis tout le monde l'aime. Quand les gens vous disent ça et qu'ils s'en vont, quand vous rentrez chez vous, vous avez envie de prendre un bon verre de vin et puis de vous dire, Seigneur, je te remercie. C'est ce que je nous souhaite à nous tous pour vivre heureux. Pour vivre heureux, ce n'est pas forcément bâtir 10 étages pour que depuis l'aéroport, on puisse voir votre étage pour dire, c'est son étage là-bas. Non. Pour vivre heureux, il faut commencer à vivre heureux de façon intrinsèque, de façon émotionnelle,
de façon, et je ne sais pas, spirituelle, vous vivez heureux comme ça, il y a de fortes chances. Si à cela vous ajoutez une bonne alimentation, un bon comportement avec votre entourage, il y a de fortes chances que vous viviez longtemps avec des radiations positives qui vont rejaillir sur vous. Ah, ce monsieur, il est bon. Vraiment, il est sérieux, il est objectif, il est correct, il n'est pas menteur, ah, il n'aime pas l'hypocrisie, et ainsi de suite. Vous allez avoir une bonne renommée et vous devenez une référence. On veut faire n'importe quoi, on dit, et si vous allez nous appeler André, peut-être qu'avec lui, on va trouver la solution. Il devient une référence ici, il devient une référence là-bas. Le respect s'accumule sur lui, il est gai, il est en joie, on a envie de lui faire des cadeaux. Voilà, c'est un débat, un thème qu'on prendrait même 4 heures à 5 heures pour finir d'en débattre, mais nous allons peut-être faire court. Et oui, merci infiniment pour l'invitation. Qu'on puisse garder la substance. Oui, André, allez. Merci beaucoup, Da. C'est juste que je vais nous inviter tout simplement à travailler plus, à construire autour de nous un équilibre émotionnel. J'ai envie de dire psychologique aussi. Souffrir que ça revienne toujours. Ça ne peut nous étonner, André Alirono. Vous êtes dans votre élément. En se reconnaissant dans ce que nous faisons. C'est-à-dire travailler à rehausser les valeurs éducationnelles que nous avons reçues, les valeurs familiales, les valeurs personnelles, les principes personnels qui ne mettent pas en mal notre environnement éducationnel. Et ce que je dis en français trop lourd, c'est tout simplement de travailler à ce que vous-même vous soyez à l'aise, que vous soyez heureux de ce que vous êtes en train de faire. En d'autres mots, on parlera de savoir-être. Il faut savoir être. Pour vivre bien dans cette vie, il y a juste 3 choses qu'il faut savoir mailler. Le savoir, un peu de connaissance, on n'a pas besoin de beaucoup. Et nous tous, on est avec le savoir. Mais le savoir-être est la chose la plus capitale. Si tu sais être, tu sauras faire. Quelqu'un viendra t'apprendre à faire. Mais si tu ne sais pas être, personne ne viendra à ton secours, personne ne viendra t'apprendre à faire. Donc c'est le savoir-être. Comment tu es éduqué? Qui es-tu réellement? Tu te connais et tu mets en avant tes valeurs. Tout le reste va se retrouver dedans. Travailler à cela désormais. Merci beaucoup, André Alirono, vous êtes psychologue clinicien. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint Sagofano, vous êtes consultant en éducation et vous êtes également d'Ayero Aïdekan, Ouedomambou de Cana. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à cet instant. On va se retrouver demain si Dieu le veut. N'oubliez pas que nous sommes également disponibles sur tous les canaux numériques. Nous sommes disponibles sur YouTube avec le nom E-Télé Bénin, sur Facebook avec E-Télé en direct, sur X avec E-Télé Live. Et plus simplement, vous téléchargez l'application pour avoir un peu plus facilement accès à toutes nos productions. E-Télé avec vous, pour vous. Très belle journée.